Bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte l'art d'optimiser vos taux de conversion et votre e-commerce. Et CRO & Co, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une newsletter avec le récap de chaque épisode, des bonus exclusifs, des ressources offertes. Le lien est en description ou sur mon profil LinkedIn. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler de data, et plus précisément d'un sujet qui concerne toutes les équipes e-commerce, comment mieux piloter sa performance sans se noyer dans un océan de chiffres. On le sait, on ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas, mais dans la réalité, on se retrouve souvent avec des dizaines de dashboards, des centaines de métriques, et malgré tout, la question la plus simple reste sans réponse, qu'est-ce qui a vraiment fait bouger mon business ? Pour y voir plus clair, on va parcourir deux outils complémentaires, le KPI Tree ou arbre des indicateurs clés et l'équation de marché, sans oublier l'alerting qu'on couvrira pour détecter en proactif les anomalies. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de Benazé, fondateur de Datama. Salut Guillaume. Salut Laurent, ravi de t'avoir aujourd'hui dans le podcast CRO & Co. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur Datama ? Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Guillaume de Benazé. J'ai un background d'ingénieur. J'ai commencé en conseil en stratégie chez Bain & Company. Bain & Company, c'est une des top 3 du conseil en strat avec McKinsey, BCG, que les gens connaissent un peu. C'est important, j'en parle parce que la suite, ce qu'on va dérouler derrière, vient pas mal de là. Après Bain, j'ai rejoint HomeAway. HomeAway, maintenant, ça s'appelle VRBO. Ça a été racheté par Expedia, le concurrent d'Airbnb, sur des sujets de ranking et d'optimisation de la conversion. Ranking, moteur de recherche interne. Et puis, en 2017, j'ai créé Datama, une activité freelance au début, et en particulier chez Pierre Vacances Center Parks, qui m'a bien aidé à démarrer l'activité. Et petit à petit, on a monté un logiciel qui s'appelle Datama Solutions, un logiciel d'analyse augmentée qui permet d'accélérer l'accès aux insights en extension d'outils de DataVis ou directement sur le web. Eh bien top, les présentations sont faites. Pour commencer très simplement, c'est quoi un KPI Tree et pourquoi c'est un outil qui peut être utile pour une équipe e-commerce ? Alors, un KPI Tree, déjà, il faut redire ce que c'est qu'un KPI. Un KPI, c'est un Key Performance Indicator en anglais. Ça veut dire un indicateur clé de performance. Dans KPI, il y a Key. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 225 000. Ça veut dire qu'on a quelques indicateurs clés selon l'organisation, selon l'endroit où on est, qui vont permettre de driver la performance. Le reste, c'est des performance indicators, des PI, mais tout n'est pas KPI. Un KPI Tree, c'est d'abord un outil visuel. Tree, c'est pour arbre en anglais, et ça va permettre de visualiser ces différents indicateurs sous forme d'arbres, avec des racines et un tronc et des feuilles. Pour faire simple, on va dire qu'à la base du tronc, on a l'indicateur le plus important. Souvent dans un business, ça va être le chiffre d'affaires généré, ou même la marge générée, ou si on va plus loin, les EBITDA. Et puis les feuilles, ça va être les sous-indicateurs qui permettent de composer cette racine. Donc, pour faire très simple en web, ça va être le revenu et fonction du trafic, du taux de conversion, du panier moyen. On voit souvent ce schéma sur les sites e-commerce, mais il faut savoir que c'est pas seulement applicable au e-commerce. En fait, tu peux construire la KPI Tree dans n'importe quelle situation. Moi, j'ai appris à construire la KPI Tree dans mes 2 premières semaines chez Bain en conseil en strat, parce qu'en fait, c'est une solution hyper puissante pour décomposer un gros problème en petits problèmes, même valable dans ta vie de tous les jours, quoi. Tu peux structurer comme ça une analyse, une façon de décomposer les choses, et ça va vachement t'aider dans le brainstorming sur comment est-ce que je pourrais améliorer mon KPI, ma North Star Metric, la vraie chose que je veux améliorer, comment est-ce que je peux décomposer un algo d'optimisation de ranking, par exemple, comment est-ce que je peux expliquer une impact de variation, tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi pour faire le lien avec le CRO, c'est que tu pourrais te dire j'optimise mon taux de conversion, mais quand tu prends ce mindset de décomposition, ton taux de conversion est une somme de différents impacts, et donc tu vas dire ok, déjà j'accueille mon trafic, je le retiens, je le fais passer en vue fiche produit par exemple, je le fais ajouter au panier, je le fais rentrer dans mon checkout, je le fais progresser jusqu'au paiement. Chaque étape du coup, quand tu le décomposes, ce taux qui est un indicateur unique en différentes étapes, ça va te permettre de prendre un peu de recul aussi et de voir là où tu peux avoir de l'impact. Donc c'est aussi une façon de se dire je ne pilote pas qu'un taux de conversion, mais je pilote bien l'ensemble, comme tu disais, de tous ces indicateurs qui sont reliés entre eux, qui sont interconnectés, et donc voir tout de suite là où tu peux avoir de l'impact et jouer sur un de ces indicateurs. Ouais, exactement. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, ce que tu décris là, c'est que dans un arbre, il y a des feuilles, il y a une racine, la base du tronc, mais il y a aussi des branches. Et en fait, le taux de conversion, ça va être la base d'une grosse branche dans laquelle tu as plein de sous-branches C'est ça. que sont les différents taux de passage. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le taux de conversion lui-même est une sous-composante d'autres trucs
qui ont rien à voir, le trafic, le panier moyen, et ça répond aussi, une des utilisations de KPI Tree, c'est l'organisation, quoi. Simplement l'organisation d'une équipe où tu vas dire, bah, il y a l'équipe acquisition, il y a l'équipe produit, il y a l'équipe, pricing, cost cutting pour faire la partie marge. Ah non, c'est sûr, bah, déjà, effectivement, la qualification du trafic aura un impact direct, faire bouger tes prix aura un impact direct à la hausse ou à la baisse, donc tout est interconnecté et ça permet d'avoir cette photographie. Comment ça se passe, créer un KPI tree? On essaye d'avoir une approche, ce qu'on appelle top down, quoi, de façon très, je commence par les gros trucs et je vais descendre petit à petit dans les petits trucs, et ça se trouve, il y a des trucs que je vais pas détailler, j'ai pas besoin d'avoir le détail des feuilles ou si tu veux des sous-racines de racines, de ce truc-là, parce que c'est pas mon problème, et au contraire celui-là, je vais le détailler. Top down, et on parle aussi de 80-20, tu vois? Dans ce type d'approche, de dire: «Bon, les gros trucs, la grosse branche, et puis je m'en fiche un peu du petit rejet, du petit truc qui est là, parce que c'est pas hyper important», dans mon approche. Et justement, comment on s'y prend quand on part d'une feuille blanche? Donc tu m'as dit, en gros, on pourrait déjà déterminer notre North Star métrique, qui est défini ou pas d'ailleurs, à voir, mais en tout cas qu'on parte bien sur cet objectif principal. Et après, comment tu fais l'exercice? Qui le fait? Comment tu déroules? Jusqu'à quel niveau de granularité tu vas? Comment tu choisis les bons KPI? C'est quoi un peu enfin, tes tips en tout cas pour la méthodo, pour réaliser un KPI tree? Ah, la méthodo, elle va surtout dépendre de l'objectif que tu te fixes. Si tu es dans un exercice de pure strat, où tu cherches juste à résoudre rapidement une question, par exemple, de sizing, tu vois? Qui a rien à voir. Tu sais, en conseil, on fait des petits exercices de, je sais pas combien il y a d'avions dans le ciel en ce moment. C'est des exercices d'entretien qui ont rien à voir avec la CRO. Mais bon, bah, là, tu vas faire en 2 secondes un truc qui dit, bah, le nombre d'avions dans le ciel, je sais pas, ça dépend, du nombre d'aéroports, fois, le nombre d'avions qui décollent, fois la durée moyenne d'un vol, et ça, tu vas le faire en 2 secondes sur un coin d'enveloppe, et ça va te permettre de sizer le nombre d'avions dans le ciel. Si tu es dans un exercice de détail où tu es en train de créer un data model, par exemple, une base de données, bah, là, peut-être tu vas descendre beaucoup plus bas. Ça dépend du temps que tu as et de l'objectif que tu cherches. Mais dans tous les cas, effectivement, tu vas démarrer par ta North Star métrique à ton niveau, ce dont on parle, ce que tu cherches à optimiser. Tu es une équipe produit, peut-être que tu cherches juste à optimiser le taux de conversion. Tu es le boss de l'équipe produit, peut-être que tu cherches à optimiser le revenu généré par ton site e-commerce. Et donc, tu vas pas démarrer exactement au même endroit dans ta manche. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est éventuellement la dépendance de ta propre branche, même si toi, ta North Star Metrics, c'est le taux de conversion, avec d'autres branches qui sont aussi dans l'organisation, ou d'ailleurs qui ne sont pas dans l'organisation, parce que on va parler après d'équation de marché. Dans l'équation de marché, il y a marché, et ça se trouve, il y a une partie des branches qui ne dépend pas de toi. Je ne sais pas, le marché du travel, se casse la figure. Bon, ben, c'est quelque part une composante de le trafic sur mon site se casse la figure, tu vois? Ouais, c'est les effets externes à prendre aussi en considération, sur lesquels on a moins la main, du coup. Et tout à l'heure, tu disais dans l'introduction, effectivement, on parle de KPI, faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça serait des PI. Dans un arbre, d'indicateurs, qui est du coup une représentation visuelle, qui cartographie l'ensemble, est-ce que tu as aussi une reco sur un nombre max d'indicateurs? Ça reste un outil aussi visuel, si tu en as 45, tu es vite perdu. Est-ce que tu as une reco là-dessus? Ah, en KPI, moi, souvent, je recommande d'avoir, 4-5 KPI, enfin, une North Star métrique et 4-5 KPI. Après, encore une fois, ça dépend, j'ai vu des Figma, ultra détaillés, sur lesquels on va descendre, et ça permet de se donner des idées, de dire: «Ah tiens, on est à tel niveau et du coup, on a déjà les sous-composantes de tel niveau». Donc il n'est pas interdit dans un énorme document d'avoir un sous-détail, si ça te permet de faire des exercices rapidement et d'y aller rapidement. Mais à ce moment-là, on n'appelle pas forcément ça tous des KPI, on appelle ça des PI. OK. Voilà. Et globalement, cet exercice, en termes par rapport à ton expérience ou tes recommandations, quelles sont les différentes équipes qui contribuent à la réalisation de cet arbre? Alors il y a pas forcément un arbre qui est gravé dans le marbre, tu arrives dans la boîte, ah, il y a l'arbre, et ça bougera pas de ça, en fait. L'arbre, il va évoluer, et il va évoluer aussi en fonction du problème que tu te poses. Parce que même pour un même business, en fait, par exemple, tu peux dire: «Bah, site e-commerce, c'est un trafic fois un taux de conversion fois un panier moyen». Si ça se trouve, pour le problème dont on parle, c'est, le revenu sur le site, c'est, le revenu US, plus le revenu Europe, tu vois? Et tu l'attaques par cet angle-là, et tu dis: «C'est les US plus les Europes», parce que,
En l'occurrence, sur le problème que tu essayes de tacler, il vaut mieux séparer les choses entre US et Europe. Et non pas d'abord par trafic, taux de conversion, panier moyen. Donc en fait, tu vas le réécrire régulièrement, tu vas pas le graver dans le marbre et dire c'est comme ça et pas autrement. Et puis, surtout, tu vas le construire en fonction du besoin business que tu as. Et ça, c'est peut-être le plus important, c'est que tu peux pas écrire un KPI tree sans connaître parfaitement le business dont tu parles, quoi. Et est-ce que tu as un cas avec un de tes clients dans lequel ça t'a permis, en fait, le fait d'avoir posé l'exercice d'un KPI tree, t'a permis de découvrir des leviers ou des opportunités en faisant l'exercice que tu aurais jamais vu en temps normal, en fait? Juste pour aussi inspirer par rapport à des retours terrain. Ouais, alors ça arrive d'écrire des KPI tree et déjà de pas être d'accord sur la façon de l'écrire. Et ça déclenche déjà Et des débats discussions, des débats, mais qui sont sains. hyper sains et hyper bénéfiques parce que, du coup, tu dis: «Non, mais en fait, on peut pas l'écrire comme ça». «Ah oui, pourquoi?» «Bah, parce que lui dépend tellement de lui qu'en fait, c'est pas séparé, c'est pas» ou mon funnel, en fait, on le voit comme un funnel, mais c'est pas du tout un funnel, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui débarquent de nulle part, qui m'achètent direct, enfin et donc on l'imagine comme un funnel parfait et c'est pas un funnel parfait et donc rien que le fait de l'écrire déjà ça crée des débats intéressants. Et de l'alignement potentiellement aussi. Voilà, On parle de la même chose et on s'aligne sur, cette lecture en tout cas. exactement. Après une fois que les gens ont ça en tête, ont cette approche en tête, ont cette méthode en tête, bah, ça va vachement les aider dans leur façon de structurer et puis si tu arrives à t'y référencer rapidement et à dire, quelles idées on a dans les séances de brainstorming et tout ça, dans les séances de créativité, ça va t'aider à aller très, très vite à des trucs que tu aurais pas imaginés sinon, quoi. Très bien, donc du coup, si on résume maintenant sur les bénéfices clés d'un arbre d'indicateurs, ce serait quoi selon toi? Ah, la première chose, c'est l'alignement dans les équipes. C'est la façon de concevoir le business sur lequel, tout le monde va se mettre d'accord et prioriser les choses. Le truc pour lequel on cherche tous à bosser, à optimiser, c'est tel indicateur qui est ma North Star métrique et on est tous d'accord que le reste, c'est des sous-composantes et des trucs qui vont contribuer, mais qui est pas forcément, prioritaire par rapport à cette North Star métrique. Et puis après ça va permettre, beaucoup de créativité et on va en parler ensuite. Ensuite, il y a plein de il y a plein de leviers d'usage de ce KPI tree, en particulier en data analyse. OK. Et comment tu fais en sorte que cet arbre soit pas juste, un arbre qui a été fait, comme tu dis, sur Figma une fois, mais qui devienne un vrai outil de pilotage au quotidien, pris en main par les équipes? Alors j'ai vu des présentations, qui permettent, qui sont présentées dans les phases d'onboarding, des Ouais. salariés. OK. Quand les gens arrivent, on leur dit: «Regarde, ça c'est notre business, ça c'est notre, KPI tree». Ça simplifie déjà visuellement. Bah, déjà, les gens disent: «OK, En un coup d'œil. voilà les Bien. composantes, de notre business» et ils ont ça en tête et ensuite ils vont concevoir le business comme ça et généralement, en fait, le KPI tree, c'est aussi ton organigramme. C'est-à-dire que tu as l'équipe acquise, tu as l'équipe produit, on en parlait tout à l'heure, tu vois? Ouais. Et ça leur permet tu peux leur présenter un organigramme. En théorie, tu leur présentes à côté ton KPI tree, tu pas très, Intéressant. très loin Ouais. et tu leur présentes à côté tes OKR. On va pas parler d'OKR mais objectifs-results, tu vois? De dire, bah l'objectif pour cette année, c'est de faire plus 20 là-dessus, plus 30 là-dessus. Normalement, ton KPI tree, ton organigramme, tes OKR, ah, c'est juste qu'on change, ce qu'il y a à l'intérieur des petites boîtes, mais C'est vrai. sinon, c'est la même structure normalement. Et c'est vrai que c'est un peu du all-in-one sur cet outil, puisque ça t'intègre à la fois les indicateurs, ta vision stratégique, cette simplification de potentiellement j'ai 45 API que je peux suivre dans tous les sens, mais là au moins, un, je les visualise, peut-être que j'ai réduit, 3, je mets une interconnexion entre eux, et du coup ça donne aussi un cap et une vision, une direction prioritaire. Donc effectivement, la partie onboarding peut être aussi assez intéressante pour simplifier déjà dans une première approche cette multiplicité de data dans un format plus visuel. Maintenant, on va passer au deuxième outil dont on a parlé, c'est l'équation de marché. Donc là, je te laisse également, définir en quoi ça consiste. Alors, équation de marché, on peut parler alors Datama parle d'équation de marché, on peut parler équation de revenu, on peut parler équation de marge, en fait, équation de North Star métrique. Nous, on parle d'équation de marché parce que
c'est la façon la plus holistique de le concevoir, c'est de dire au global, c'est un marché et on essaie de décomposer les choses au niveau du marché au global, y compris facteurs externes dont on parlait tout à l'heure. Mais le terme équation de marché, market equation en anglais, en fait, c'est juste dire derrière mon KPI tree, j'ai une équation mathématique. C'est-à-dire ma North Star métrique, je peux écrire une fonction qui la lie mathématiquement aux sous-indicateurs. Alors attention, c'est pas vrai dans tous les cas. Je suis pas en train de dire que la vie et un business peut se régler par une équation, très loin de là. C'est d'ailleurs un point important, hein, même sur le KPI tree, faut pas rêver d'un anneau pour les gouverner tous et paf, j'ai écrit mon KPI tree et tout est résolu. C'est la même chose pour l'équation de marché. Tu peux pas tout mettre en équation et tu peux pas lier tous les indicateurs entre eux et puis voilà. Même si on rêverait parfois de le faire, mais c'est pas aussi simple que ça. N'empêche qu'en première approche et sur pas mal de situations, tu peux, une fois que tu as écrit ton KPI tree ou en même temps, imaginer la fonction mathématique qui lie ces indicateurs. Si on reprend notre exemple e-commerce, tu as ton revenu généré par ton site e-commerce qui est égal à ton trafic fois ton taux de conversion. Ton taux de conversion, c'est le nombre d'achats divisé par ton trafic fois ton panier moyen. C'est-à-dire ton revenu divisé par ton nombre d'achats. Ça marche. Et le fait de l'avoir écrit, c'est-à-dire visuellement dans le KPI tree dont on parlait tout à l'heure, d'avoir mis des petits fois entre les 3 boîtes session, taux de conversion, panier moyen, bah, ça va nous permettre de faire plein de choses dont on va parler tout de suite, qui sont les calculs d'impact. Ouais, la première étape, le KPI tree, c'était une représentation visuelle avec déjà une vision sur les interdépendances entre les KPI. Donc déjà, tu sais où agir et tes zones d'impact prioritaires. Là, on est en train de poser des chiffres, de faire des simulations potentiellement aussi quand on va se dire, tiens, si j'augmente tel KPI de temps, alors le résultat est là. On parle de revenus avec session, taux de conversion, AOV, panier moyen. Heu, pour intégrer une vision, plus long terme avec la lifetime value, la récurrence d'achat, tu l'intègres comment à ce niveau-là? Alors, c'est une bonne question. Purement en théorie, tu peux dire, ben, par exemple, mon revenu à un instant T fois le nombre, le revenu par mois, par exemple, ou par an, est égal à mon revenu global sur X années, où tu vas intégrer en fait cette fonction revenu sur OK. plusieurs années. Et tu vas atteindre, par exemple, une lifetime value. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux pas toujours tout mettre en équation. Typiquement, là, lifetime value, c'est pas si simple que ça à penser, parce que ça suppose d'avoir un lien mathématique qui est souvent pas simple entre, bah, par exemple, un premier achat et une valeur finale. Où là, potentiellement, dans ton équation, on parle pas juste de fois et de plus, mais de log. Enfin, tu vas t'amuser à faire des régressions pour essayer de décomposer ça et d'écrire ta fonction mathématique. Mais elle est pas toujours existante et il faut savoir s'arrêter quand on doit s'arrêter et il faut savoir se concentrer. Par exemple, on analyse aussi souvent des NPS, tu vois? Net Promoter Score, en CRO en particulier. Le lien entre NPS et taux de conversion, il existe, mais il est pas évident. Alors autant ton NPS, tu peux le décomposer mathématiquement entre taux de promoteur et taux de détracteur, tu vois? C'est l'un moins l'autre. Ça, c'est une équation de marché, ça se tient, c'est un KPI tree, ça se tient. Autant dire, bah, ma lifetime value, c'est, il y a un lien entre le NPS et le taux de conversion de mon site. Ah, c'est un peu plus compliqué et tu es pas obligé d'écrire l'équation de marché parce que ou tu peux t'amuser, hein, à faire des modèles là-dessus et dans certains cas, ça va avoir de la valeur. Mais parfois, il faut aussi se contenter de dire: «Bah, on sait qu'il y a un lien, mais on cherche pas forcément à résoudre, Ouais, parce que c'est vrai, des fois, tu pourrais dire: «Je perds un petit peu plus en marge ou en profit pour cette transaction», mais je parie aussi effectivement sur une valeur à long terme. carrément». Et là, du coup, je capitalise et je réfléchis et j'oriente mes réflexions sur la valeur lifetime value, à long terme, Ouais. qui est d'ailleurs plus une vision moyen long terme que court-termiste, sur la transaction en I. Et qui est hyper bénéfique, mais dans l'approche, très data quanti dont on parle là, Mmh. bah, parfois c'est difficile de mettre cette équation, et qu'elle marche. Très bien. Et du coup, pour faire le lien, est-ce que tu avais d'autres points déjà à soulever par rapport à Non, l'équation de marché? enfin, on parle CRO là et on parle beaucoup, site e-commerce et cetera. Ce que je veux juste pointer et ce qu'on essaye d'apprendre aux gens quand on fait des coachings, on fait des sessions,
de coaching dans les entreprises où on fait des jeux avec des Lego, par exemple. Et ce qu'on essaye d'apprendre, c'est que cette approche équation de marché ou cette approche KPI tree, elle n'est pas exclusive au Web Analytics, elle est globale et elle upskill de façon énorme tous les data analysts dans leur façon d'approcher un problème. De dire, c'est quoi ton équation de marché, de dire, c'est quoi ton KPI tree, ça permet en fait de donner une structure à l'analyse dans, on va dire, 80% des situations, qui a une valeur énorme. Et pour ajouter sur cette équation mathématique, du coup, un peu plus de visuel, comme on avait avec le KPI tree, on a aussi la partie waterfall, diagramme en cascade, qui permet aussi visuellement de voir par rapport à tous ces éléments de ton équation de marché, voir là les plus gros contributeurs pouvant expliquer justement la contribution finale et globale de ta North Star. Comment tu lis les deux? Alors, la waterfall, on va en parler quand on va commencer à parler variation des indicateurs. Ok. On avait notre KPI tree, on a écrit notre équation de marché. Avec l'équation de marché, on peut faire plein de choses. Quand j'étais chez HomeAway, l'équation de marché, elle servait pas d'abord à écrire des waterfalls, enfin à créer des waterfalls. Elle servait d'abord, enfin en tout cas pour moi, à modéliser un algo de ranking, de placement des propriétés dans les résultats de recherche des utilisateurs, en disant, nous, ce qu'on cherche, on cherche à ranker en premier l'appart ou la maison qui a le plus de chances de convertir, ou d'ailleurs, et c'était un gros débat, de monétiser, tu vois. C'est vrai. Mais cette probabilité de monétisation, elle peut se décomposer, et on rentre dans une équation de marché, en probabilité de clic sur le listing, puis probabilité de réservation du listing, puis monétisation pour HomeAway, pour Expedia, de cette propriété. Et ça, en le disant comme ça, en l'écrivant comme ça, du coup, tu vas décomposer le modeling que tu vas faire en disant, maintenant, il nous faut un modèle qui nous permet de calculer l'espérance de clic sur un listing. Et puis, il nous faut un modèle qui nous permet de calculer l'expérience de conversion, de validation de la réservation d'un listing. Et donc, on décompose le modèle en sous-modèles comme ça, qui vont chacun vivre leur vie de leur côté, qui ont une équipe qui s'en occupe, qui valide, etc. Et ça, c'est un usage de l'équation marché, et tu en as plein d'autres, entre autres, l'explication de variation. C'est-à-dire quand tu cherches a posteriori ou a priori à dire j'ai fait moins 10% sur mon revenu, qu'est-ce qui explique ce moins 10%? En fait, avec une équation marché, avec un KPI tree, tu vas pouvoir dire le moins 10%, il vient aux 3/4 d'un problème de trafic sur mon site ou d'un problème de taux de conversion sur mon site. La waterfall, c'est un graphique visuel qui a l'énorme intérêt d'être presque financier, donc que les décideurs adorent. Ça permet de raconter une histoire parce que ça se lit clairement séquentiellement. de gauche à droite. Et donc ça permet d'expliquer une variation. Comment est-ce qu'on lit ça à l'équation de marché? C'est simplement que l'équation de marché te permet de calculer l'impact de la variation d'un sous-indicateur sur l'indicateur principal. C'est-à-dire, tu dis, je fais moins 10% en taux de conversion, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si mon trafic était resté le même et si mon revenu était resté le même, ça devrait me faire perdre 10 millions. Et d'ailleurs, il y a souvent ça dans les sites e-commerce. Chacun sait qu'un point de conversion, c'est 50 millions d'euros, tu vois. Et on a tous ça en tête quand j'ai fait un A/B test et qui m'a fait plus 0,1% de 1, ça vaut X millions. Et donc, en fait, on fait une analyse qui utilise ce concept d'équation de marché, qui fait un espèce de produit en croix, hein, pour faire simple, qui dit si je fais plus 10% en taux de conversion, je vais faire plus 10% sur mon revenu, en imaginant que j'ai un funnel parfait, voilà. Et ça permet, et donc la waterfall, c'est juste, puisque maintenant on a converti l'impact de la variation d'un sous-indicateur, enfin, qu'on a converti la variation d'un sous-indicateur en impact sur la North Star métrique, du coup, on peut tout représenter sur le même axe. Ça pourrait être un bar chart, ça pourrait être un pie chart si tu veux. Il se trouve que la waterfall, c'est intéressant parce que tu vois à la fois les hausses et les baisses, et tu peux les enchaîner. Et donc, nous, on est un peu spécialistes là-dessus chez Datama, de construire des waterfalls. On n'a pas l'exclusivité. J'ai commencé à construire des waterfalls quand j'étais chez Bain, à la sueur de mon front sur Excel. Chose un peu compliquée de covariance en fait entre ces indicateurs qu'il faut prendre en compte.
La covariance, tu peux nous rappeler une définition très simple? Alors, le truc enfin, en fait, on comprend bien que quand on a une équation de marché qui est multiplicative, la variation d'un sous-indicateur, et la variation d'un autre sous-indicateur, la somme des 2 impacts de ces trucs-là est pas égale à la variation globale de ce qu'on cherche à expliquer. Quand on fait cet exercice-là, à nouveau avec mon petite histoire de Lego, on dit, «Guillaume et Laurent, vous devez agrandir la taille d'un immeuble». Tu vois, tu imagines un rectangle comme ça, qui a une largeur et qui a une hauteur. Toi, Laurent, tu es responsable de la hauteur. Guillaume, tu es responsable de la largeur. Je reviens l'année prochaine et je vous paye en fonction du nombre de fenêtres que vous avez rajoutées au bâtiment. Bon, bah, Laurent, il bosse, il rajoute des fenêtres, sur la hauteur. Guillaume, il bosse, il rajoute des fenêtres sur la largeur. En haut à droite du petit truc, il y a la résultante du boulot conjoint de Guillaume et de Laurent, que je peux pas attribuer purement à Laurent, parce que si Guillaume avait pas bossé, il y aurait pas ce petit truc en haut à droite. Et puis, je peux pas non plus attribuer exclusivement à Guillaume, et donc j'ai une covariance, heu que généralement on redistribue, au prorata. Justement, parce que ça, c'était un de mes points de tout à l'heure. C'est-à-dire quand tu fais ton équation, mathématique, exemple, si je décompose un taux de conversion qui est d'abord un taux d'accès fiche produit, puis un taux d'ajout panier, puis un taux d'entrée dans le funnel, puis un taux de passage entre les différentes étapes du funnel jusqu'au paiement, comment on définit la pondération, l'importance de chaque critère? Effectivement, aller faire gagner 3 points sur un taux de passage sur une des étapes intermédiaires que je t'ai mentionnées, aura potentiellement moins d'impact. Alors plus tu te rapproches normalement du paiement, plus, tu vas gagner en poids, en importance. Mais comment elle se définit mathématiquement ou pas, cette pondération de chaque critère? Bah, en fait, ça, c'est la beauté de l'équation de marché, c'est-à-dire qu'une fois que tu as écrit tes maths, bah, la dérivée de cette fonction, elle peut se calculer. Alors, je le dis, c'est pas de faire peur à tout le monde. Oh putain, il parle de dérivée. Mais non, mais en vrai, hem, en fait, normalement, si tu as écrit cette fonction-là, tu vas venir, bah, tu peux faire une simulation, mais tout le monde peut imaginer un Excel où tu dis: «Bah, du coup, si je fais plus 2 sur tel taux de passage, Oui, toutes choses égales par ailleurs, boum, bien boum, boum, sûr. boum, boum, ça Toute va chose faire tant». Ouais, toute chose égale par ailleurs. Et tu peux simuler du coup l'impact du truc, et c'est un truc qu'on fait pas mal chez Datama et qui a une valeur de dingue, et qui est une approche, qui est pas du tout, exclusive, de dire, et ben, par exemple, je pourrais faire une simulation, what if j'augmentais de 1 point tous les taux de passage de tout mon funnel, de conversion sur tous les devices, et du coup je size l'impact de cette augmentation de 1 point ou de 1 en relatif sur la baseline, hein. Là, Ouais, il y a ouais. débat là-dessus parce que, est-ce que 1 point sur le taux de paiement, c'est-à-dire passer de 88 à 89, c'est facile ou pas? Et passer de 1 à 2 de taux de, add to basket, heu, donc est-ce qu'il faut le faire en relatif ou en absolu? C'est une bonne question. Souvent, c'est en relatif que c'est plus, propre à l'effort qu'il va falloir, fournir, c'est-à-dire ajouter 1 mais en tout cas, ça va permettre de simuler et d'avoir une espèce de priorisation, de dire, le truc qui aurait le plus d'impact, c'est si sur mon mobile, j'arrivais à augmenter de 1 le taux de passage qui est le taux de clic sur, mise au panier, qui est aujourd'hui de, 1,2. Si je passe à 1,3, ça vaudrait 10 millions. Et là, tu as une espèce de ranking de ta roadmap CRO basée uniquement sur la data. Donc, par ailleurs, il y a plein d'autres choses à aller prendre en compte, hein, pour dire, non, mais en même temps, ouais, tu me parles d'augmenter de 1 mais on a déjà tout fait, tout ce qu'on pouvait faire, ce Ouais. truc-là, où le benchmark montre bien qu'on est déjà hyper bon. Mais ça te permet quand même d'avoir, d'un point de vue, quanti et mathématique, une priorisation de qu'est-ce qui aurait de l'impact et qu'est-ce qui en aurait pas. Tes chantiers prioritaires, en fait, ouais. En disant, Exactement. même si tu es bon, en fait, tu peux peut-être être encore meilleur, penser peut-être une surperformance sur certains segments, aller sur une approche de perso. Enfin, je pense qu'il y a toujours moyen de toute manière, via de la discovery, via des rencontres avec des utilisateurs, au-delà des chiffres d'ailleurs, si on sait que ça highlight que c'est vraiment la zone prioritaire, tu peux aussi investir beaucoup plus de moyens pour aller plus loin dans la compréhension, dans la discovery et dans l'approche qualitative en complément de ces chiffres quanti aussi. Carrément, et c'est d'autant plus vrai, que ton équation n'est pas purement linéaire. Parce que si tu parles d'un truc un peu plus complexe, je prends un exemple, heu, d'un client, heu, Click and Boat, tu vois? Click and Boat, ils font de la réservation de bateaux online, c'est une marketplace,
il y a une partie de leur demande qui est rappelée par téléphone. Tu vois, quand tu fais une réservation sur Click and Boat, dans certains cas, on va te rappeler par téléphone pour dire: «Ah, le bateau que vous avez visé, il est pas dispo, mais j'ai tel autre bateau qui est dispo et en vrai, ça fait le job aussi, vous devriez réserver ça». Bon, ça, c'est des people. Forcément, on peut pas rappeler tout le monde, on rappelle ce qui est prioritaire. Mais le taux de demande qui est rappelé, a un impact énorme sur, le taux de conversion final de combien on va faire en Ouais, business. ouais. Et du coup, ce taux de demande suivi, follow demand, ils appellent ça, heu, va rentrer dans l'équation de marché et là, tu commences à imaginer qu'il y a une espèce de fork dans ton funnel entre les gens qui vont être appelés et les gens qui vont pas être appelés et ce taux de demande rappelé, tu vas le rentrer dans ton équation de marché qui fait que ton équation, elle va plus être, linéaire, tu vois? C'est plus juste, si je fais plus de 10 à ce taux de passage, a priori, je vais faire plus 10 sur mon revenu. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a une partie qui va être rappelée par appelé. Même pour, si on prend les sessions, tout à l'heure on parle du trafic, tu peux très bien parler d'un returning visitor qui connaît le produit, qui a déjà acheté. Il y a peut-être des ambitions plus fortes aussi à le faire passer beaucoup plus vite jusqu'à l'étape paiement versus un nouveau visiteur qui est en phase de découverte, qui a beaucoup de questions, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de bencher. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, la segmentation, tu peux te permettre des fois d'aller à un niveau de segmentation derrière pour se dire, en fait, le global, il est peut-être bon, mais je suis quand même en sous-performance d'un côté, peut-être en sur-performance de l'autre, et j'ai encore des chantiers à aller chercher pour aller optimiser, parce que j'ai vu que c'était vraiment ma zone où, si je veux avoir le plus d'impact pour atteindre les ambitions de la North Star métrique, c'est là où je dois mettre une bonne partie de mes efforts. Exactement. Et là, tu as une analyse par dimension, par segment, sur lequel ça devient hyper important de décomposer les choses et de se méfier de ce qu'on appelle des effets de mix. Ça se trouve, j'augmente le taux de conversion de tous les canaux, par exemple, si je prends par canal. Le jeu du mix fait que, comme j'ai augmenté, par exemple, la part du trafic social, le trafic social convertissant mal, en règle générale, c'est pas vrai pour tout le monde, mais le trafic social convertissant mal, eh bien, en fait, je fais baisser mon taux de conversion moyen. C'est ça. C'est-à-dire que la moyenne globale va baisser, alors que pris isolément, chacun des sous-segments va augmenter. Autre exemple, j'augmente la part du mobile dans mon mix. Le mobile convertit mal parce que les gens ont des gros doigts, c'est comme ça, on ne fait rien. Eh ben, je fais baisser mon taux de conversion, mais ça se trouve, j'ai augmenté le taux de conversion mobile et j'ai augmenté le taux de Conversion dans des startups. effectivement, mais Alors, comme la part mobile derrière est plus importante, associée à un CVR plus bas, ta conversion globale diminue, voilà, effectivement, juste pour un effet de mix, ouais. exactement. Et donc, il faut se méfier un peu de ça dans les équations de marché et faire attention aussi à regarder des moyennes et faire des simulations en disant: «Ouais, je fais plus 10 sur mon trafic et ben, du coup, je vais faire plus 10 sur mon revenu». C'est vrai, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où tu gardes le même mix. Mais si tu me balances, 10 de trafic d'un gros bot, qui sert à rien, évidemment, je fais pas 10 de revenu en plus. Très bien. Et ben, écoute, là, on était sur une vision, dashboard, monitoring, où on va à l'info. Ce qui est intéressant aussi pour gagner du temps, c'est que l'info vienne à nous et là, on va enchaîner sur une partie d'alerting, pour pouvoir, justement, en push, en proactif, recevoir aussi, dès qu'on spot une anomalie, un outlier. Hem, Là, globalement, il y a des systèmes d'alerting. D'ailleurs, Datama, vous travaillez aussi sur, heu, la feature qui est Datama Anomaly Detection. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Toutes les bonnes pratiques aussi dans la mise en place d'une alerting, c'est clé quand même pour le suivi et le pilotage d'une activité e-commerce. Mmh. Alors, c'est vrai que là, on parlait d'explication de variation. Souvent, tu vas la faire a priori a posteriori. Hem, de l'anomalie détection, tu l'as fait aussi a posteriori, mais tu essayes de la faire, plus rapidement. Oui, c'est vrai. Comment c'est lié à ces histoires de KPI tree En tout cas, ça te permet de t'envoyer une info que tu aurais peut-être jamais vue en disant: «Attention, proactivement, j'ai vu quelque chose», ça vaudrait peut-être le coup que tu Ouais. tu t'y penches un peu plus, quoi. Mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on parlait de KPI tree de market equation? Je veux dire de l'anomalie détection, tu peux faire ça sans ce concept d'équation marché. L'intérêt, c'est de réfléchir à la priorisation de ces anomalies et à l'impact de ces anomalies. C'est-à-dire de dire: «Oui, j'ai un problème sur, le nombre de gens qui voient la page produit. OK, elle est pas normale par rapport à d'habitude. Mais» donc je suis alerté de, le taux de pages produits par session, le nombre de vues pages produits par session a baissé. Mais est-ce que ce truc-là a un impact réel
sur la North Star Metric que tu cherches à optimiser, ton taux de conversion ou ton revenu sur ton site. En quel cas, cette anomalie est nettement moins prioritaire que une autre anomalie sur le paiement qui aurait un impact sur ton business. À nouveau, ça te permet quand même de remettre une big picture, une prise de recul pour voir dans quelle mesure je t'alerte soit de manière très silotée en disant attention, là ça baisse, mais là, cette approche-là, elle permet quand même de toujours remettre le poids que ça représente dans la picture globale, de reprendre un recul sur l'histoire complète qui mène au North Star Metric, remettre de l'importance, du share, de la pondération et donc de la priorisation aussi dans les plans d'action. Exactement. Nous, chez Datama, tu vois, quand on envoie une alerte, on dit il y a une alerte sur tel taux, mais ça n'a pas l'air d'avoir d'impact sur ta North Star Metric, ou au contraire, ça a l'air d'avoir un impact de temps sur ta North Star Metric. Et on n'a pas l'exclusivité de cette approche-là, mais c'est hyper intéressant de le mettre dans son contexte et de se dire, et ça évite aussi côté, sur tout ce qui est anomalie de détection, le côté spamming où tu en reçois. Ouais, exactement. Et en fait, c'est pas intéressant parce que tu regardes des métriques qui sont pas intéressants. Et effectivement, l'adosser à une quantification d'impact est clé aussi. Parce qu'en fait, tu sais très bien que on te donne déjà, dans une première estimation, l'impact estimé de cette erreur si tu ne la fixes pas. Donc en vrai, c'est un autre moyen de donner de la prio aussi dessus. Exactement. Eh bien écoute, top. On a parcouru le KPI tree, l'équation de marché, on a vu l'approche waterfall et on a vu également l'alerting. On va arriver maintenant à la boîte à croco. En fait, c'est une série de quelques questions flash pour continuer à gratter quelques tips. Et moi, je croyais qu'il y avait des Haribo sur la table de tu donnais des réservés crocodiles, mais C'est juste après. Les gens voient pas, mais t'inquiète, ça va gérer juste après. À défaut d'Haribo tout de suite, je te propose en tout cas quelques petites questions, si ça te va. ça va. Est-ce que tu es prêt? Allez. L'erreur que tu vois encore trop souvent dans le pilotage des KPI. L'erreur que je vois trop souvent, c'est la définition d'un sous-indicateur qui est un indicateur qui n'a rien à voir avec le business, quoi. Dont on ne cherche pas à réfléchir, oui, mais quel est l'impact sur, parce qu'on reste dans son petit silo de moi, mon job, c'est que les gens cliquent sur la galerie, parce que moi, l'objectif de mon job, c'est de faire des plus jolies photos sur le site. Et donc, je sais pas, je vais lancer un A/B test ou je vais lancer une feature qui fait que les gens cliquent sur le carrousel de la galerie des photos de mon produit sans réfléchir à oui, mais est-ce que ça a un impact réel sur le business au global? Et du coup, pour rebondir là-dessus, ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui veut se lancer, soit dans cette approche au global de pilotage des indicateurs, ou soit dans la mise en place des outils qu'on vient de voir. Je dirais que mon conseil numéro 1, c'est de comprendre le business, quoi. Et c'est d'avoir de l'expérience dans le business. C'est pour ça qu'il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés là-dedans. Je parlais de conseil en strat tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont en fait l'expérience de l'industrie, de l'avoir vu partout, et de dire peut-être que vous le regardez comme ça aujourd'hui, mais en vrai, si on prend un peu de recul, si on regarde au global comment ça se passe dans l'industrie, on peut vous aider à décomposer. Et inversement, quelqu'un qui connaît très, très bien son business, qui est dans la boîte et qui connaît les spécificités de cette boîte depuis longtemps, il va être en mesure de te créer un KPI tree qui a vraiment du sens par rapport à ce qu'on cherche à produire. Déjà, mon conseil numéro 1, c'est de comprendre de quoi on parle, parce que sinon on a vite fait d'écrire n'importe quoi, en fait. Non, mais ça, comprendre l'industrie, comprendre la mission de l'entreprise, comprendre tes clients aussi, parce que tu vois aussi comment ils fonctionnent, comment ils réservent et ainsi de suite. Tout ça peut contribuer à affiner et améliorer la qualité de ton KPI tree derrière. Ok, très clair. L'alerte numéro 1 que tu pourrais recommander sur une activité e-com Alors l'alerte numéro 1, à mettre en place, bah, il y a au-delà du taux de conversion peut-être. au-delà du taux de conversion. Non, ce qu'on voit souvent, nous, chez nos clients, le truc qui pop le plus souvent et qui a souvent le plus d'impact, c'est les problèmes de paiement. Parce que c'est le truc qui est le plus concret, sur lequel on dépend souvent de third party, de validation, de PSP, de système 3DS, etc., sur lequel il y a des allers-retours sur le site, où il y a un système de paiement qui marche plus, les fournisseurs, etc., et sur lequel, quand tu es alerté là-dessus et que tu es au courant très vite, c'est pratique parce que tu passes c'est du business très concret que tu évites de perdre, quoi. Tout à fait. Il y aura des épisodes d'ailleurs dédiés au paiement qui vont arriver dans Serenco parce qu'effectivement, c'est un sujet clé. Maintenant, une personne à suivre ou des ressources à nous partager pour continuer à développer un mindset data ou cette approche d'ailleurs KPI tree, équation de marché.
Alors, il y a plein de gens très bien dans le monde du CRO que vous connaissez sans doute. Je sais pas, je pense à Pascal Davis chez Convertéo, je pense à Alexandre Sion chez Encan Partners, je pense à Mathieu Fauveau qui fait plein de postes super, super intéressants en CRO. Euh, Après, moi, dans le monde plus data et KPI tree, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur le MDN, Modern Data Network, qui est une espèce de Slack de communauté, ou qui, entre autres, a été créé par des anciens de Blablacar ou des gens qui sont encore chez Blablacar aujourd'hui, Emmanuel Martin Chave, à titre d'exemple, et qui ont écrit plusieurs articles, typiquement chez Blablacar, d'écriture de KPI tree et d'équation de marché. Et bah écoute, top. Toutes ces personnes, toutes ces ressources, je les mettrai dans la newsletter aussi, comme ça tout le monde pourra y accéder. Et maintenant, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, ainsi que Datama, LinkedIn, autres? Alors, LinkedIn, Guillaume de Bénazé. Je suis relativement actif sur LinkedIn et j'essaye d'être intéressant et drôle, donc n'hésitez pas. Et puis après, si Datama vous intéresse, datama.io, et vous nous retrouvez aussi en marketplace sur toutes les bons outils de DataVis, c'est-à-dire Tableau, Power BI, Looker Studio et Qlik. Voilà, c'est des extensions d'outils de visualisation. Et d'ailleurs, je pourrais mettre, vu qu'on parle de ressources et de ressources offertes dans la news, récemment, tu as fait un post dans lequel tu offrais également une ressource basée sur la feature benchmark de Google Analytics. Si tu veux en dire 2-3 mots, on pourra aussi ajouter ce lien. Carrément, il y a pas mal de ressources qui sont distribuées sur notre site, et entre autres, effectivement, et on parlait de marché tout à l'heure, et pour mettre en compte dans l'équation de marché, il y a un truc très, très cool qui est sorti sur GA4, Google Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une feature de benchmarking sur laquelle vous êtes activé par défaut, c'est-à-dire qu'ils ne vous l'ont pas forcément dit, mais ils partagent au global dans l'industrie vos données de façon très, très agrégée et uniquement sur des ratios, pas sur les valeurs absolues. Il y a un certain nombre d'indicateurs, taux de conversion, taux d'engagement, etc., qui font partie des métriques que vous pouvez benchmarker dans votre industrie spécifiquement. Ça se passe juste sur la homepage de Google Analytics. Vous avez un joli graphe qui vous dit, voilà, ça c'est vous, et ça c'est le marché. Sauf que ce graphe, c'est uniquement un graphe et il n'est pas très exploitable. Tu ne peux pas avoir une liste de tes indicateurs et comment tu te positionnes par rapport au marché. Et nous, ce qu'on a fait simplement dans cette petite ressource dont tu parles, c'est d'extraire ça automatiquement. Il y a un petit script qui récupère ça et qui met ça dans une spreadsheet qui du coup est exploitable ensuite pour prioriser, pour se placer, pour suivre justement, faire de l'alerting, du monitoring sur ce taux de passage. Et donc oui, on pourra mettre cette petite... Il y a un article sur le site de Datama qui explique ça. Eh bien écoute, je mettrai l'article, je mettrai le lien direct vers la ressource, c'est cadeau. Guillaume, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie pour tous les insights et les enseignements que tu nous as partagés dans cet épisode. Merci Laurent. On sait maintenant où te retrouver, ainsi que Datama. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour tous ceux qui veulent approfondir, inscrivez-vous à la newsletter CRO & Co. Vous y retrouverez les points clés de l'épisode, des templates, des ressources offertes, toutes les personnes dont on a parlé. Le lien est en description et sur mon profil LinkedIn. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à CRO & Co sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube également, et partagez-le aussi à vos équipes. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Guillaume, merci encore. Merci Laurent. À très bientôt. À bientôt. Salut, bye bye.